Philosophie, une émission de Blandine Kriégel sur Judaïque FM. Bonjour à tous. Avec nous ce matin pour parler de la République et ou la Révolution, le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, professeur de philosophie, Alexis Lacroix, directeur de radio, Alexandre Adler, historien et géopoliticien. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, après notre trop bref parcours de la République antique et des leçons qu'on peut tirer de la démocratie athénienne, de la fin de la République à Rome avec le populisme, au fond de la République des Hébreux, il nous est apparu nécessaire, en ces moments de mouvement social, de souffrance sociale, de faire peut-être une pause pour revenir, au fond, au présent. Et alors, et c'est pourquoi nous vous proposons de réfléchir à la République et à la Révolution, parce que, bien entendu, à la vérité, bien que presque tous les partis politiques se déclarent attachés à la Révolution, personne n'a oublié le fameux mot de Jean-Luc Mélenchon disant « La République, c'est moi ». On peut constater, comme universitaire ou chercheur, que les études sur la République en France sont beaucoup moins importantes que celles qui se sont développées aux États-Unis avec des gros bataillons. Et alors, une question, est-ce que au fond, la République, ou plus exactement la Révolution, nous a fait oublier la République ? Bref, existe-t-il un antagonisme entre République et Révolution ? Alors, il est vrai que le plus souvent, quand on évoque la Révolution, on pense à 1789, la Révolution des droits, ou encore à la Révolution sociale. Et on oublie qu'il y a eu, au 19e et au 20e siècle, une autre forme de révolution, beaucoup plus aussi importante, la Révolution conservatrice. Et c'est pourquoi nous allons commencer, si vous le voulez bien, par la lecture d'un texte de Carl Schmitt, qui est un des grands, fondateurs de la révolution conservatrice. Nous écoutons Carl Schmitt. L'esprit du peuple allemand a longtemps résisté aux idées de 1789. Fichte a dépassé son jacobinisme de 1792 en livrant un intense combat intérieur avec lui-même. Il est tout de même parvenu jusqu'au concept suprême d'ordre, celui qui est le plus allemand, à savoir celui d'empire comme unité politique, concrètement historique, distinguant elle-même l'ami et l'ennemi. D'autres résistances intellectuelles sont issues de la réaction romantique et sentimentale, hostile au droit rationnel abstrait. L'école historique du droit, fondée par Savigny, et sa doctrine du droit coutumier, a longtemps combattu avec succès les tendances positivistes. Tous ces courants et toutes ces tendances de la résistance allemande se sont résumées systématiquement dans la philosophie du droit et de l'État de Hegel, leur véritable summa. Toutes les doctrines individualistes contractualistes du droit rationnel abstrait sont ici percées à jour. La société civile bourgeoise est intégrée à un ordre global du fait des corporations et elle se voit soumise à l'État. La différence entre le concept allemand d'État et celui du droit rationnel occidental et libéral se manifeste. Dans l'Allemagne du XIXe siècle, l'État a été compris comme empire. Le nouveau droit public et administratif a imposé le principe du Führer. L'État actuel n'est plus divisé de manière dualiste entre État et en société, mais structuré par une série de 3 ordres, à savoir l'État, le mouvement et le peuple. L'État, en tant qu'ordre particulier à l'intérieur de l'unité politique, n'a plus le monopole du politique, il n'est qu'un organe au service du Führer, du mouvement. Ce qui nous est maintenant nécessaire, c'est une pensée de l'ordre concret de l'organisation concrète, la seule exigée par la situation étatique, völkisch, économique et idéologique, ainsi que par les nouvelles formes de communauté. Merci beaucoup Alexis de cette lecture édifiante d'une certaine façon. Alors je retiens, si vous le voulez bien, quelques idées fortes. D'abord, la résistance de la révolution conservatrice aux idées de 1789. Sans doute pense-t-il à la Déclaration des droits de l'homme, mais aussi une généalogie de la révolution conservatrice, des idées de la révolution conservatrice. C'est-à-dire d'abord avec Fichte, le début de la révolution nationale, et c'est vrai que Fichte, dans son fameux discours à la nation allemande,
a commencé en disant « Je parle à des Allemands, rien qu'à des Allemands, et je leur parle d'Allemands, rien que des Allemands. » Ensuite, selon Carl Schmitt, toujours, l'école historique du droit, qui est une école qui était avec Savigny, très opposée à l'idée française, n'est-ce pas, d'un développement de l'État républicain à partir au fond des monarchies et des royaumes, et surtout l'idée d'un droit chez Savigny qui venait des coutumes organiques du peuple. Et enfin Hegel, n'est-ce pas, Hegel, pour lequel la guerre était le grand mouvement de la vie des peuples. Bref, selon Carl Schmitt, l'ensemble de ces idées qui se sont développées tout au long du XIXe siècle ont conduit à un retour à l'Empire contre la République à travers une opposition entre l'État de droit libéral et les droits de l'homme. Et comme il l'explique très bien, eh bien toutes ces idées vont le mener au ralliement pour un temps au nazisme. En effet, si on évoque d'autres textes de Carl Schmitt, c'est-à-dire la définition de la politique comme opposition de l'ami et de l'ennemi, la guerre mise au premier plan, l'hostilité aux droits de l'homme, qui selon lui ne sont pas une politique, eh bien en fait c'est l'ensemble du droit moderne politique républicain qui est révoqué, au nom d'ailleurs de la démocratie et d'un regroupement organique d'un peuple originel. Donc le programme de la Révolution conservatrice est un programme qui a finalement très explicitement récusé toutes les idées fondamentales de la République moderne. Alors j'en viens, si vous voulez bien, à une première question, et je me tourne vers Alexandre Adler, s'il le veut bien. Au fond, la Révolution de 89, puisque Carl Schmitt parle de là, mais aussi au XIXe siècle, un autre aspect de la Révolution, c'est-à-dire le mouvement socialiste, le mouvement communiste. Est-ce qu'il n'y a pas, dans ces courants, des accommodements raisonnables avec la République, par exemple sous la 3e, la 4e et la 5e République? Bref, la question est très simple. A-t-il existé une contradiction ou une rencontre? Oui, d'ailleurs, on peut même continuer le parallèle, car après la chute de Staline, eh bien, il y a eu une rectification dans le sens d'un apaisement centriste dans la Russie, donc jusqu'à Brejnev, et qui est un peu sous une forme russe et donc plus brutale, moins développé, quelque chose qui ressemble à ces accommodements que nous avons connus dans le cas français. Et dans la Révolution française? Alors voilà, c'est là où nous sommes devant une fausse évidence, car bien sûr on dit la République, la Révolution, c'est en 1792 que finalement la chute de la monarchie, qui a été le résultat de la politique folle de la monarchie, a permis de passer d'une monarchie constitutionnelle qui faisait à peu près l'unanimité des constituants vers une république pure et simple, sans roi, et qui est devenue la République française. Donc en effet, on dira que la Révolution a fait la République. C'est tout à fait vrai. Mais elle l'a fait, comment l'a-t-elle fait? Est-ce qu'elle l'a fait véritablement en le voulant, ou je dirais à son insu, de son plein gré? À l'insu de son plein gré. C'est-à-dire en fait à son corps défendant. Et c'est la thèse qui n'est rien d'une évidence que je vais essayer de défendre. Bien entendu, la Convention, lorsqu'elle est devenue terroriste, à partir de 1793, non seulement n'a pas aidé la République, mais elle a essayé de la battre. Car on peut évidemment dire que la Convention de 1793-94... Les droits de l'homme ont été suspendus. Était déjà un attentat généralisé contre la République, mené par Robespierre et sa clique avec Saint-Just, ça c'est absolument certain. Mais en même temps, on peut dire qu'ils avaient quelques circonstances atténuantes, notamment la guerre et l'imminence en fait d'une invasion généralisée de la France. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le jeune Napoléon Bonaparte, qui se battait depuis Toulon, mais pour maintenir la Corse dans la République contre Paoli et la majorité qui était déjà séparatiste, bon, eh bien, évidemment, il était robespierriste, mais il était robespierriste pour de bonnes raisons. Et très vite, bien entendu, comme tous les robespierristes de l'armée, ils ont changé d'avis avec Lazare Carnot, le personnage véritablement important. Mais revenons quand même à la République. Ce qui s'est produit, ce n'est donc pas la volonté de la convention terroriste de faire la République, mais c'est le fait que la République s'est faite. Oui. Et elle s'est faite en partie sans qu'ils y pensent, parce que tout simplement
le temps long, c'est-à-dire la longue maturation de la raison d'État dont le grand personnage dans le XVIIe siècle est le cardinal de Richelieu, a imposé finalement l'idée qu'il fallait défendre une sorte d'État républicain sous la monarchie, qui a été le long acquis. C'est ce que dit Tocqueville. Le long acquis qui dans la crise, exactement comme un grand malade qui se bat contre l'infection, a développé les anticorps qui ont fait qu'en effet la Convention a fini par être républicaine, c'est-à-dire ça a sauvé. Mais alors là, vous parlez de la Convention thermidorienne, quand elle est redevenue. Surtout la Convention thermidorienne, c'était l'intuition de François Furet, qui a été, dans son premier livre, un homme qui a réhabilité entièrement Thermidor en disant que oui, c'est à ce moment-là, dans les 2 dernières années de la Convention, qu'on a commencé à respirer et à jeter les bases de ce qui va devenir le Directoire. Puis ensuite, on peut même dire que le compromis initial de Bonaparte, le consulat, qui d'ailleurs devait sa force à des généraux qui n'étaient pas Bonaparte, des hommes de Bonaparte, comme par exemple Moreau, qui a été l'artisan de la victoire, ou Masséna à Zurich. Donc on peut pas dire que là, ce n'est pas là que la République c'est faite. Mais avec l'éruption d'une autre forme de révolution, la révolution sociale, en 1848 et encore plus au XXe siècle, avec le développement du socialisme, du communisme, comment vous jugeriez cet accompagnement de la République et de la Révolution? Est-ce que, au fond, les tenants de la révolution socialiste ou communiste se sont inscrits ou non, et comment dans la République? C'est l'éternel retour, et c'est intéressant parce que c'est un autre cycle d'autres hommes, mais c'est la même problématique. Car qui, en fait, a sauvé la République à ce moment-là des fureurs de la Commune et de la volonté de restauration de MacMahon c'est Gambetta, bien entendu, c'est-à-dire en fait un révolutionnaire au départ, puisque le parti radical qu'il fonde sous le Second Empire, avec le manifeste radical, c'est un parti de révolution sociale. Et puis il va devenir le chef des opportunistes, et il va en fait être le père fondateur de la République avec Thiers. Et ce n'est pas aussi Thiers. Victor Hugo, quand même, par son magistère moral républicain. Le magistère moral de Victor Hugo est exceptionnel parce qu'il trouve la voie moyenne que l'on cherchait avec l'écrasement de la Commune. Jamais Victor Hugo n'a soutenu la Commune ni de près ni de loin, mais jamais il n'a accablé les communards. Dès lors qu'ils étaient vaincus, il a vu les malheureux, les misérables, effectivement, c'est même le point de départ de son œuvre littéraire, et il a cherché à les sortir du bagne, de la déportation en Nouvelle-Calédonie. Il a cherché à élargir la répression. Non, pas élargir la répression, à les élargir de la répression terrible qu'ils ont subie. Mais sans jamais se solidariser avec eux. Et c'est pour ça que son vrai chef-d'œuvre, c'est 93, qui est déjà une espèce de prise en compte des 2 points de vue. Oui, tout le monde a raison dans cette affaire, c'est-à-dire que personne n'a raison. Il faut trouver la 3e voie. C'est celle de Victor Hugo, et c'est Victor Hugo qui sera le chef de la 3e République. Merci beaucoup Alexandre. Vous nous montrez que pratiquement il y a eu un accommodement raisonnable, en effet, entre la République et la Révolution, à partir de 1789. Mais alors là, je vais me tourner vers François Guéry, pour lui demander si théoriquement, doctrinalement, n'est-ce pas, il n'y a pas eu, en particulier au XIXe siècle, n'est-ce pas, dans la Révolution sociale, et on le verra aussi pour la révolution conservatrice, là, une opposition quand même qui ne s'est pas éteinte, qui ne s'est pas apaisée. François Guéry. Le mot est faible pour l'opposition. Il y a même quelque chose de total et radical, pour employer une expression ignoble, évidemment. Et je pense en particulier au catéchisme du révolutionnaire, qui a eu des effets considérables, et jusqu'à... Qu'est-ce que c'est le catéchisme du révolutionnaire ? Jusqu'à décembre 2019. Alors, qu'est-ce que le catéchisme révolutionnaire ? Je conseille à ceux que ça intéresse de regarder des sites disponibles, cropot.free.fr,
ensuite Netchaïev, ou aussi debord-encore.blogspot.com. Alors, ce sont donc des sites d'anarchistes donc c'est un catéchisme anarchiste. C'est la mouvance anarchiste, et elle se réfère donc à Netchaïev, qui, avec Bakounine, a rédigé donc un catéchisme révolutionnaire autour de 1866, qui n'a pas été publié, mais qui a été diffusé dans les cercles violents de cette Russie. Alors, on appelait nihilistes ces gens. Ils se sont appelés anarchistes dans d'autres pays, en France en particulier. Mais ce nihilisme est intéressant à connaître parce qu'il continue, si on veut, à sévir pour contester la République. J'ajoute quand même que le principe de la Ve République est contesté dans la rue, partout, à la télévision, tous les jours. Tous les orateurs qui se succèdent au micro expliquent que la Ve République n'est pas une valeur, si je puis dire. Et donc le spectre, si je puis dire, ou l'horizon d'une révolution est tout à fait présent. Alors, ce que fait Netchaïev, je vais y revenir, Bakounine l'a d'ailleurs désavoué tellement il était violent et odieux, enfin, si on peut dire. Il considère d'abord que l'ordre présent, de son présent, il faut rappeler que le tsar avait libéré les serfs. Et donc, ce tsar, il le tient pour abject. Il y a le mot, la société est abjecte. Il faut donc la renverser par tous les moyens, et il n'y a pas d'autres valeurs. Donc Netchaïev explique par exemple qu'il est sorti de ce qui s'appelle la civilisation. La violence, la barbarie. Oui, il ne faut pas respecter la civilisation, aucune règle de moralité, y compris d'ailleurs vis-à-vis de ses propres sbires, de ses propres troupes. Oui, absolument, oui, c'est ça. Ce n'est pas un renversement des valeurs, c'est une abolition des valeurs, sauf celle de la Révolution. Alors, il explique par exemple, et je trouve que c'est intéressant pour le présent, il explique qu'il faut investir toutes les sphères du pouvoir. Par exemple, la presse, la littérature, les médias, etc. Il faut investir. Oui, c'est ça. Il faut investir et cacher ce qu'on est jusqu'au moment de la destruction. Bien creusée, vieille taupe. Bon, les trotskistes ont très bien compris la leçon de Netchaïev, qui pourtant, je le répète, est un nihiliste, ne pense pas du tout en marxiste ou en doctrinaire de quelque discipline que ce soit. Et puis alors, il a écrit quelque chose que je trouve tout de même invraisemblable. Je cite, contribuer au développement et à l'extension des souffrances qui épuiseront la patience du peuple et le pousseront à un soulèvement général. Oui. Mais alors, est-ce que vous voyez là, François Guéry, un lien, enfin une liaison dangereuse entre le courant de la révolution sociale et le courant de la révolution conservatrice vers lequel, c'est-à-dire république ou révolution, vers lequel nous allons nous tourner maintenant? Enfin, le mouvement social, il surfe dessus, il s'en servent, ça c'est parfaitement clair. Alexandre, vous voulez dire quelque chose? C'est là où les policiers sont venus en secours de Netchaïev et de ses amis, car ayant pénétré très vite ces groupes nihilistes, ce sont des agents de la police qui ont oui, bien sûr, qui ont organisé déjà l'assassinat d'Alexandre Alexandre II, le tsar libérateur. Oui. Et le coup a été venu en fait de l'extrême droite policière qui ne supportait pas les réformes du tsar. Oui. Oui, c'est-à-dire que le cycle policier et anarchiste est bien rodé. Et on le retrouvera dans l'assassinat de Stolypine. Voilà, nous sommes passés donc insensiblement, la guerre de 14. Si vous voulez, justement au fond, à la révolution contre la République. Et donc, alors je vais poser cette fois-ci une question à Alexis Lacroix, qui commente avec un grand bonheur l'actualité. Alexis, après l'effondrement de l'Union soviétique et la chute du mur de Berlin, il y a eu incontestablement une délégitimation, d'abord du mouvement communiste, et dans une certaine mesure du mouvement socialiste, même si toute une partie du socialisme s'était engagée contre, au fond, ce qu'on a appelé le stalinisme. Mais au fond, ma question est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, l'actualité, du point de vue de la révolution, de la perspective révolutionnaire, n'est-elle pas dominée par, finalement, au fond, le courant de la révolution conservatrice qui a pris ses marques, n'est-ce pas, dans un certain nombre de mouvements sociaux? Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis? On peut en effet se poser cette question, Blandine Kriégel. Et je me souviens d'ailleurs d'une phrase
qui finalement prend un caractère un peu prémonitoire d'un philosophe dont vous n'êtes pas proche, mais qui est intéressant quand même, qui était Emmanuel Lévinas. Au moment de la chute du mur de Berlin, il a dit, voilà, l'Occident, au fond, est désorienté dans son rapport à l'histoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, au fond, depuis 30 ans? Vous avez fait référence à la fin de l'histoire, à ce moment que Francis Fukuyama a célébré, la fin de l'hostilité, en quelque sorte. Contre la démocratie. Contre la démocratie. Il pensait que c'était fini. Bon, ouais, mais il y a eu, au fond, subrepticement, peu à peu, une sorte de translation d'influence. Et une partie de la gauche radicale, qui était très ardemment marxiste, enfin, en tout cas, qui vénérait Karl Marx, s'est mise progressivement à idolâtrer un autre Karl, quelqu'un qui est venu vraiment de l'autre rive politique, dont on a lu tout à l'heure le texte, à savoir le juriste nazi, enfin pro-hitlérien, Carl Schmitt. Elle s'est mise à l'idolâtrer au nom, en fait, d'un principe très simple à résumer. C'est l'idée que le jeu démocratique, le jeu de la démocratie représentative, fondé notamment, bien sûr, sur les droits de l'homme, serait une sorte de leurre, de simulacre, de théâtre d'ombre, dont il importerait aux véritables démocrates de démasquer, en quelque sorte, l'imposture. Et au fond, cela donne cette translation progressive d'auteurs issus de l'extrême gauche, comme Badiou, en Italie, comme Agamben, par exemple, qui sont devenus intensément schmittiens, et ils ont mis en quelque sorte au cœur de leur compréhension de la politique un concept, ou en tout cas un dualisme qui est hérité de Carl Schmitt, qui est la relation ami-ennemi, comprise au fond comme une exaltation de la violence contre l'ensemble des institutions républicaines. Il n'y a que des rapports de force. Et donc ça donne la situation d'aujourd'hui où une apparente extrême gauche, celle peut-être qui manifeste dans la rue, mais pas seulement, une apparente extrême gauche intellectuelle, est en réalité sous l'influence d'une matrice idéologique qui provient de l'extrême droite du XXe siècle. Oui. Ajouter, si vous me permettez, en France, quelqu'un comme Étienne Balibar, qui lui aussi est devenu un grand schmittien, et c'est ma grande déception, parce que, à part dissimulation, j'ai toujours assimilé Étienne Balibar à Babar, qui est quand même le classique le plus important que j'ai connu quand j'étais petit. Et donc, il faudrait demander... J'étais plein de sympathie pour lui. Il faudrait faire venir Étienne Balibar, je ne suis pas sûr qu'il souscrirait entièrement à ce point de vue. Mais je me tourne maintenant vers notre amie Marielle David, car je sais qu'elle est philosophiquement extrêmement sensible, pour revenir un petit peu en arrière, mais ça va peut-être éclairer notre débat, au fond, aux formules qui disent beaucoup plus qu'elles ne veulent bien l'avouer, en particulier à celles dans la Révolution française, que nous connaissons tous, la liberté ou la mort. Je sais, Marielle, que vous avez été frappée par, au fond, la deuxième partie de la formule, ou la mort. Alors, expliquez-nous pourquoi ça vous semble si important. Oui. Je crois que dans le fil des émissions qu'on a déjà faites, il y a évidemment une question historique. Pourquoi la démocratie athénienne a tourné à l'Empire? Pourquoi Rome a tourné à l'Empire? Et aujourd'hui, on essaye de cerner ce moment où quelque chose bascule. Carl Schmitt, c'est la bascule qui, on dit révolution, mais évidemment, si on pense à la Révolution française, c'est une contre-révolution. Oui. Bon. Donc la Révolution française s'appelle comme ça. Elle avait une formule, la République une, indivisible, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Bon. Donc il y a effectivement dans cette ou la mort quelque chose qui a dérivé et qui a entraîné la terreur. Disons que le principe de la terreur était là au départ. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Évidemment, je vais me servir du fait que j'ai été élève de Lacan pour essayer de penser un petit peu quelle est l'essence de la République, comment elle va se représenter. Elle est une, c'est-à-dire c'est du féminin, indivisible. Bien. Eh bien, en réalité, ça, c'est un retour à un point de départ structural qui a à voir avec la féminité. Et quand Delacroix va vouloir représenter la Révolution, ça sera une femme. La Révolution de 48, il voilà. Et Marianne, qui représente la République, 1830, c'est une femme. Oui. Bien. Donc, au fond, qu'est-ce qui est là perdu? Qu'est-ce qui est là perdu? C'est le principe de l'un. C'est le principe d'un chef. Et l'acte qui s'appelle révolution conservatrice, c'est quelque chose qui ne veut pas perdre ce principe de l'un. Et donc, ça va entraîner vers le Führer. Oui. Ce qui ne veut pas être perdu, c'est l'un. Voilà.
Oui, alors, si je me retourne vers vous tous, là maintenant, pour vous demander, au fond, est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est noué au fond, dans le courant révolutionnaire, je dis sur un plan doctrinal, d'opposition à la République ou de refoulement de la République. Est-ce que, au point que, au fond, la République, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, en France, la généalogie de la République n'est plus vraiment au centre des réflexions. Oui, François. Chez Carl Schmitt, il y a quelque chose de très important vers la fin, c'est que le mouvement fait de l'État son organe, c'est-à-dire en fait l'absorbe. Oui, c'est vrai. Le mouvement devient le tout. Oui, c'est vrai. Et c'est un mouvementisme. Et c'est un mouvementisme qui est entièrement dégagé de tout horizon de progrès ou d'émancipation. Et ça explique sans doute aussi, pour revenir sur ce qu'on disait sur le contexte depuis une trentaine d'années, Blandine Kriegel, à partir du moment où vous éteignez l'horizon d'émancipation, fut-il en marxiste, donc dominé par une illusion, mais vous en revenez au fond à une attaque en règle, froide, sèche, contre la République et contre ses institutions. Oui. Et cette translation vers la révolution conservatrice s'explique d'abord, évidemment, par la rupture, par le congédiement de l'horizon d'émancipation qui avait soutenu si longtemps les projets de révolution sociale. Merci Alexis. Alors, si je comprends bien, la République a été accompagnée, au fond, pratiquement, c'est ce que nous a expliqué Alexandre, par la Révolution, mais doctrinalement, c'est ce que vous nous avez tous dit, les principes ne sont pas identiques. Et donc, en fait, moi, j'exprimerais un certain regret, c'est qu'il me semble qu'en France, aujourd'hui, on est trop peu nombreux à s'intéresser justement à ces principes de la République. C'est-à-dire que, au fond, comme le 19e et le 20e siècle ont été hantés par les révolutions, la révolution sociale, la révolution conservatrice, à peine jugulés, surtout en France, par la pensée libérale, eh bien, je vous propose, n'est-ce pas, que, au fond, nous continuions, c'est notre investigation sur ces principes de la République, c'est ce que nous allons faire, et en particulier, au fond, à partir de la République moderne, les fois prochaines. Et donc, je vous remercie. Et à bientôt. Philosophie, une émission de Blandine Kriegel sur Judaïque FM.